bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir selon l'endroit d'où vous vous connectez. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette neuvième session de la série Sud-Sud relative au renforcement et développement des entreprises dirigées par des femmes, organisée conjointement par ONU Femmes et le COLI. La session d'aujourd'hui portera sur l'implication des hommes en tant que partenaires et défenseurs de l'autonomisation des femmes. Je m'appelle Nina de Solis-Perrin, je suis chargé de projet au sein du département réseau et alliance de colis, basé au bureau de Bruxelles, et c'est moi qui animerai la session d'aujourd'hui. Donc avant d'entamer la session, je voudrais rappeler à tout le monde comment participer au webinaire. Vous pouvez échanger des informations ou des idées via la fonction chat. Nous vous encourageons à soumettre vos questions via la fonctionnalité Q&A, car nous réserverons un temps à la fin de la session pour que nos intervenants y répondent. Veuillez noter que la session est disponible en anglais, en français, en espagnol. Pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la session, cliquez sur le globe au bas de votre écran et si vous ne le trouvez pas, vous devrez peut-être cliquer sur les trois points en bas à droite sur votre écran. Enfin, cette session est enregistrée et sera publiée sur YouTube ainsi que les ressources qui seront utilisées tout au long du webinaire. Et celles-ci, y compris les présentations, les points clés, seront partagées sur la plateforme AgriInnovators. Alors, passons rapidement en revue les objectifs de la série Sud-Sud. Si c'est la première fois que vous participez à ces sessions, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Il faut que vous sachiez que la collaboration entre NUFAM et Colide a débuté en janvier 2025 et s'adresse aux entrepreneurs des pays d'Afrique et des Caraïbes, ainsi qu'au-delà, en se concentrant principalement sur les entreprises du secteur agroalimentaire. La série Sud-Sud est conçue pour les chefs d'entreprise et femmes d'entrepreneurs et vise à favoriser la collaboration entre entrepreneurs, partager les connaissances, mettre en avant les expériences réussies de femmes entrepreneurs et améliorer les compétences commerciales, l'accès au marché et les opportunités de réseautage. Aujourd'hui, cette neuvième session est consacrée à l'implication des hommes en tant que partenaires et défenseurs de l'autonomisation des femmes. Nous comptons plus de 300 inscrits, ce qui laisse présager une session très intéressante, très enrichissante. L'ordre du jour aujourd'hui est le suivant. Je commencerai par une introduction au sujet, ensuite nous écouterons les mots de bienvenue d'Angela Davis et Inès Bastos, puis nous passerons à la table ronde sur les expériences en matière d'application des hommes en tant que partenaires et défenseurs de l'autonomisation des femmes. Nous écouterons les interventions de Swan Ballarat, Melissa Wong-Oviedo, Mansa Mungela, Georges Poirier et Judith Herville-Jacob. Alonso Bobes animera ensuite la session de questions-réponses et conclura par quelques points clés et la voie à suivre. Alors, avant de donner la parole pour nos remarques liminaires, j'aimerais prendre 5 minutes pour vous demander de répondre à quelques questions pour mieux comprendre qui vous êtes, vous, le public, et quels sont vos points de vue sur ce sujet important qu'est l'implication des hommes dans la réalisation de l'égalité entre sexes. Alors, veuillez prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, ce premier sondage. Merci UEFA. Donc, comme vous pouvez voir, la première question, selon vous, quel est le plus grand obstacle auquel font face les femmes entrepreneurs aujourd'hui? Euh, une répartition inégale des tâches domestiques et de soins par manque de temps, l'accès au financement et au marché, des réseaux limités et faible visibilité, lacunes en compétences et en formation, accès aux ressources numériques à Internet, barrières juridiques, et puis les rôles. Et puis la deuxième question, c'est quelle est votre opinion sur l'implication des hommes en tant que partenaire d'autonomisation des femmes? Alors, d'une part, on pourrait penser que c'est essentiel pour un vrai changement, ou bien que c'est important, mais que ça ne devrait pas être le point central, que ça pourrait être utile dans certains contextes seulement, ou vous n'êtes pas encore sûr. Troisième question, ce serait, où pensez-vous que les hommes peuvent le plus positivement contribuer au changement? Dans le partage des responsabilités domestiques et de soins, dans le soutien de l'accès des femmes aux ressources, aux opportunités, dans la promotion de pratiques commerciales inclusives ou pour faire évaluer les normes dans les communautés et institutions. Donc, prenez quelques secondes, si vous voulez bien, pour répondre à ce sondage, parce que cela nous permet de voir un peu ce que vous pensez sur tous ces sujets.
Très bien. Je vous concède encore une vingtaine de secondes. Bon, vous pouvez constater que les questions ont été traduites en français et en espagnol, donc pour votre facilité, n'hésitez pas à répondre. Très bien. AOFA, est-ce que tu pourrais clôturer le sondage et nous présenter les réponses qui ont été apportées? Voilà. Donc, les réponses s'affichent à l'écran. Et nous constatons que pour la première question, d'après vous, quelle est la principale barrière, le principal obstacle pour les femmes entrepreneurs? La plupart d'entre vous ont considéré que c'est l'accès au financement et au marché et des réseaux est limité et une faible visibilité. C'était une autre réponse. Quelque chose que nous allons essayer que nous allons essayer de travailler lors de cette session. Pour la deuxième question, quel est votre point de vue sur la participation euh, d'application des hommes en tant que partenaire de l'autonomisation des femmes? La plupart d'entre vous ont dit que c'était essentiel pour un vrai changement, mais que d'autres considèrent que c'est important, mais ça ne devrait pas être un point central ou que c'est utile dans certains contextes seulement. Enfin, pour la troisième question, vous pensez-vous que les hommes peuvent contribuer le plus significativement au changement? La plupart d'entre vous pensent que c'est soutenir l'accès des femmes aux ressources et aux opportunités, ainsi que faire évaluer les normes dans les communautés et les institutions. Donc, merci beaucoup de vos réponses à ce sondage. Ce sera très intéressant pour nous et j'espère que ça nous permettra d'avoir un autre point de vue, un autre angle pour le sujet aujourd'hui. Alors maintenant, je voudrais commencer par donner la parole à Angela Davis, qui est une experte en développement et compte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la santé publique, de la santé sexuelle, reproductive, développement international. Au cours des 11 dernières années, elle a dirigé la supervision stratégique de grandes organisations internationales en collaborant avec les gouvernements, les bailleurs de fonds et la société civile pour obtenir des résultats fondés sur des données probantes et axés sur l'équité. Angela, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, Nina. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. C'est un sujet extrêmement intéressant aujourd'hui et je suis vraiment impatiente de pouvoir participer à nos discussions. En fait, c'est vraiment fondamental pour nous de commencer à nous pencher sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble en tant que partenaires, sur la manière dont les hommes et les femmes peuvent et doivent continuer à développer, à faire croître nos sociétés, nos économies, nos familles, etc. Donc, je voulais simplement partager quelques mots avec vous, vous donner le fruit de ma réflexion du point de vue de l'ONU Femmes. Comme vous savez, l'ONU Femmes est un organisme qui promeut l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes. Et nous faisons cela vraiment dans cette demande d'implication des hommes en tant que partenaires et défenseurs de l'autonomisation des femmes. Et je pense que c'est essentiel. Il ne s'agit pas de remplacer le leadership des femmes, mais d'aider à, à surmonter les obstacles structuraux qui continuent à limiter la participation économique des femmes. Et les entrepreneurs rencontrent souvent, les femmes entrepreneurs ont des défis constants qu'elles doivent surmonter, y compris l'accès inégal au financement qui a été mentionné et que vous avez pu faire
auquel vous avez pu faire référence dans ce sondage, mais également l'accès inégal au marché, au réseau pour pouvoir développer leurs activités. C'est particulièrement important dans les Caraïbes et dans le contexte dans lequel je travaille, où nous continuons à travailler avec d'autres partenaires de développement tels que l'Organisation internationale du travail pour pouvoir contribuer à travailler sur l'économie des femmes. Aux Caraïbes, les femmes à devoir continuent à être les principaux contributeurs pour les communautés et les économies des ménages. Mais les euh, la main-d'œuvre aux Caraïbes représente 52,1%, c'est-à-dire 23% moins que les hommes, alors que les femmes ont reçu une éducation qui leur permettrait d'occuper des rôles centraux dans de nombreux secteurs. Il faut un changement systémique qui s'applique, que les hommes, qu'il s'agisse de décideurs politiques, de dirigeants d'entreprises, d'acteurs du monde financier, jouent un rôle critique pour changer les normes et la redistribution des tâches. Euh, Ils influencent des institutions et les dynamiques qui continuent à former et créer des opportunités économiques. Cependant, la solidarité doit être intentionnée et responsable. Ça veut dire euh, être en faveur d'une prise de décision équitable en promouvant des pratiques économiques inclusives, en redistribuant les tâches ménagères et les responsabilités domestiques qui ne sont pas rémunérées. Nous savons que les femmes, typiquement dans pratiquement toutes les sociétés, portent la charge de ces responsabilités, qu'il s'agisse des soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, etc. Et cela demande également d'utiliser une position d'influence. Et là, c'est le rôle des hommes et leur solidarité qui entre en jeu, en utilisant des positions d'influence pour pouvoir se planter face aux normes discriminantes. Il y a par exemple, le travail non rémunéré au Barbados représente une partie importante du temps que consacrent les femmes aux enfants et près de 3 fois plus de temps pour le travail domestique, les soins aux enfants, etc. Au Jamaïque, nous avons pu montrer que les femmes passent 4 fois plus de temps du travail non rémunéré que les hommes. Pour les pays dans les Caraïbes orientales, ceci est pratiquement important parce que cela touche la mobilité, le temps, les possibilités d'entrepreneuriat des femmes. Nous voyons qu'il y a énormément d'opportunités qui sont en train de se développer en ce moment en ce qui s'agit de pouvoir comprendre l'économie des tâches ménagères et il y a des décisions politiques qui doivent être prises en temps réel. C'est ici où les hommes doivent aller au-delà des mots. Il faut promouvoir les responsabilités des tâches ménagères, soutenir des pratiques au lieu de travail inclusives, comme par exemple les congés parentaux qui puissent être donnés aux hommes quand ils ont un nouveau-né et les politiques qui puissent reconnaître, réduire et redistribuer les travaux ménagers non rémunérés. Et ceci, c'est en utilisant les principes des 5 R de l'OIT. Enfin, lorsque les hommes agissent en tant qu'alliés et partenaires dans la transformation sociale et des normes, ils peuvent contribuer à une économie plus inclusive, plus résiliente et plus équitable pour les Caraïbes. Et je pense que la conversation d'aujourd'hui, c'est le matin ici au Barbade, j'espère que la conversation d'aujourd'hui nous permettra d'avancer et nous permettra d'illustrer certains des problèmes qu'il nous faut continuer à résoudre pour pouvoir faire progresser les femmes dans le développement économique. Nous savons que c'est important pour nous de reconnaître la double responsabilité qui existe au sein d'un ménage et que nous puissions nous soutenir de façon constructive et que nous puissions créer des voies vers le progrès. Donc, je vous remercie. J'espère que vous participerez activement ce matin et que nous puissions avoir une session vraiment
solide et je suis vraiment très curieuse d'entendre ce que vous direz dans votre discussion aujourd'hui. Merci, Angela. Je vais maintenant donner la parole à Inès Bastos, qui est responsable des réseaux et des alliances chez Colide. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans l'assistance technique, la gestion de réseaux, l'élaboration de politiques et le développement du secteur agroalimentaire. Elle a dirigé des activités techniques dans toute l'Afrique subsaharienne et depuis 2024, elle occupe le poste de responsable des questions de genre chez Colide, où elle œuvre à l'autonomisation des femmes dans l'ensemble des programmes de l'organisation. Inès, c'est à vous. Inès, votre micro est coupé. Oui, maintenant nous vous entendons. Eh bien, merci beaucoup, Nina et Angela, qui a déjà vraiment planté le décor pour cette session ô combien importante. Ce matin, j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec Nina et nous sommes très enthousiasmés par cette session. Elle est assez unique, comme nous savons. Il y a des barrières, des obstacles importants et critiques pour les femmes et nous en avons parlé pendant les différentes sessions que nous avons déjà menées. Nous savons que ces obstacles sont là dans notre écosystème, mais c'est pas une question pour les femmes uniquement. C'est pas quelque chose que les femmes doivent résoudre toutes seules. Et d'ailleurs, cette opinion s'est révélée dans le sondage que nous venons de réaliser. Euh, c'est donc, la plupart des contextes dans lesquels nous travaillons au COLI, dans les systèmes agroalimentaires, dans la région des Caraïbes et du Pacifique et d'Afrique, nous savons que ce sont toujours les hommes, la plupart du temps, qui prennent des décisions sur les ressources, les financements et sur les marchés. Et ce n'est pas une critique, c'est un fait, nous le savons. Et donc, cela veut dire qu'effectivement, les hommes sont des acteurs clés et donc ils peuvent ouvrir des portes ou qu'ils peuvent les maintenir fermées. Ils peuvent prendre la parole en faveur des femmes pour qu'elles puissent accéder au crédit, aux terres, au leadership ou ils peuvent se taire. Donc, je voudrais dire que les hommes qui prennent la parole et qui défendent les femmes peuvent permettre que les hommes qui prennent conscience que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des femmes en position de direction, ça a des avantages pour la communauté, pour l'économie. Il y a des études qui montrent que l'influence du point de vue du PIB des femmes est importante et c'est également bon pour les femmes et pour les familles. Donc aujourd'hui, nous allons avoir quelques témoignages pratiques de différentes parties du monde, depuis Trinidad et Tobago, du Pérou, de la Zambie, du Ghana, de Sainte-Lucie. Et donc, ce sera vraiment intéressant avec cette représentation un peu générale dans le monde pour pouvoir avoir des exemples réels en pratique de l'impact que les défenseurs peuvent avoir pour l'autonomisation des femmes. Donc, merci à eux déjà d'être venus, euh, vous aurez l'occasion de voir qui sont les intervenants. Vous pouvez vous présenter dans le chat, mettre le nom de votre société et de votre pays. Ce serait une bonne chose. En fait, en tout cas, je vous remercie d'être tous là et je vous remercie, Nina, pour cette modération. Merci, Inès et Angela, pour cette introduction. Oui, je voudrais vous encourager effectivement à utiliser la fonction chat pour vous présenter, pour parler entre vous, car la conversation d'aujourd'hui doit être dynamique. Alors, maintenant, nous allons ouvrir la table ronde sur les expériences en matière d'implication des hommes en tant que partenaires et défenseurs de l'autonomisation des femmes. Et nous allons tout d'abord écouter Souane Barat, qui est maître de conférences et directrice de l'Institut d'études sur le genre et le développement de l'Université des Indes occidentales, le campus de Sainte-Augustine, et membre du Caribbean Male Action Network. Ses recherches portent sur la violence sexiste, la communication humaine, l'identité sociale, les études culturelles, avec pour objectif de faire progresser la justice de genre et l'inclusion sociale. Elle a publié énormément d'articles sur les questions touchant la société caribéenne. Vous avez la parole, Swan. Merci beaucoup, Nina, et surtout merci d'organiser, de nous accueillir pour cette session qui tombe à point nommé. Alors, avant que je n'entre
dans le vif du sujet et proposer une réponse pour voir comment nous pouvons impliquer et inviter les hommes justement à devenir nos alliés dans la défense des femmes entrepreneurs. J'aimerais peut-être dire que c'est un processus qui est déjà en cours et c'est un chantier qui a déjà été ouvert. Cela requiert pas mal d'engagement de la part des hommes, des garçons. Il faut vraiment les accompagner et rendre durable cette participation parce qu'il y a pas mal de défis qui se trouvent dans le système, dans les structures qui nous entourent, qui sont des structures et des systèmes patriarcaux. Alors, je voudrais commencer par m'excuser pour le nom de mon organisation qui s'appelle Carryman. Alors, euh, alors, le point de départ, c'est cette déclaration selon quoi les hommes sont avec nous dans une relation de partenariat pour démontrer quelle peut être l'implication des hommes et des garçons. Alors, Kariman a fait un véritable serment de mener à bien une action de transformation. Alors, il s'agit de faire en sorte que toutes les femmes et toutes les filles puissent vraiment être autonomisées, qu'elles soient à la tête d'une entreprise ou qu'elles veuillent mener à bien une transaction. Pour pouvoir agir, eh bien, il faut qu'elles aient des alliés, qu'elles soient femmes ou petites filles. Et donc, Carrie Mann reconnaît cette situation. Et donc, il y a malheureusement toute une série d'attitudes, de valeurs qui peuvent être préjudiciables, voire certaines croyances. Et toutes ces considérations sont des facteurs qui doivent entrer dans la discussion parce que cela contribue à la violence à l'encontre des femmes et des filles, et ce, au quotidien. Pour pouvoir changer cette réalité, il faut la connaître. Et donc, il faut vraiment que le changement soit quelque chose de continu. Ce n'est pas simple. Il faut, comme le dit ce serment, et reconnaître que pour contribuer à à changer cette réalité, eh bien, je vais faire le point sur ma vie, mon comportement et reconnaître que la manière dont j'interagis avec les autres est importante. Je reconnais une certaine responsabilité pour cela. Alors, nous devons, bien entendu, euh, prendre en compte le contexte politique, mais voir également ce que nous faisons par rapport aux femmes et que nous croisons dans la vie, aussi bien dans l'espace public que privé. Et je parle ici des hommes, nos alliés. Alors, la question est à quel point cette participation des hommes peut être significative. C'est en fait fondamental. En fait, nous vivons euh, toujours dans un tissu de relations en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'homme, en tant que petit garçon. Et donc, même pour ceux qui ont un genre non défini. Et donc, nous sommes les héritiers de toute une série de concepts, d'idéologies, de cultures. Tout ça est extrêmement complexe parce que nous héritons également d'un contexte postcolonial, d'identité, d'âge, classe, genre, sexualité, etc. Et donc, nous voulons nous affirmer et nous avons besoin de soutien. Nous devons former des alliances solidaires pour pouvoir être couronnés de succès. Mais il faut que nous ayons une approche qui soit pacifique, qui repose sur des valeurs, pour essayer d'éliminer certains écueils économiques ou combler certains fossés économiques. Nous voulons également permettre à certaines voix de s'élever de manière pacifique. Il faut pour ce faire qu'il y ait du respect, que l'on donne de la valeur à la parole de la femme, qu'on respecte le consentement. Il ne faut pas non plus court-circuiter ou interrompre. Et l'un des obstacles le plus important
à l'avancée des femmes, pas à la participation, mais à l'avancement, c'est la multitude de charges et de responsabilités qui pèsent sur elles. Euh, vous savez, parfois, tout dépend de la communauté, du village. Et ici, dans notre société dans les Caraïbes, eh bien, nous appartenons à une société qui est souvent capitaliste, patriarcale, et donc on oublie un petit peu le travail d'équipe, la collaboration. Il est important, évidemment, de reconnaître l'engagement, le dévouement, les actions des femmes mais des hommes auxquels nous demandons des comptes, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc, grâce au serment que j'ai cité, je crois que nous pouvons nous rapprocher peu à peu d'une action véritablement transformatrice. Alors, considérons également ce que Kariman fait et peut faire. Alors, c'est une success story, comme on dit en anglais, euh, mais elle est semée, cette histoire, de pas mal de défis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut reconnaître que, euh, comme c'est dit au à l'avant-dernier point, c'est que dans tous les groupes, chaque individu, homme, femme, enfant, petit garçon, eh bien, nous avons dans toutes les cohortes qui sont considérées dans le cadre de partenariat, eh bien, chaque cohorte est unique. Et il y a des normes, des tabous moraux, des lois, des éléments du système social qui viennent compliquer un petit peu nos actions. Eh bien, Carryman, donc qui signifie Caribbean Male Action Network, le réseau caribéen des actions des hommes, lui-même est un réseau à la fois qui veut rassembler le niveau régional et international. Il s'agit dans ce cas d'autonomiser, de permettre aux personnes de croître de manière autonome, indépendante, quelle que soit la profession, quel que soit le niveau d'études. Il faut absolument faire passer le mot. Il faut pouvoir surmonter certains défis. Et c'est peut-être la chose la plus difficile, mais également indispensable. Pour ce faire, nous devons former des alliances solidaires qui soient actives. Nous devons avoir des plaidoyers. Et ces normes, en fait, remettent parfois en question certains aspects propres à l'homme, à ses spécificités masculines. Même si c'est un défi, nous devons continuer à insister pour construire cette solidarité et reconnaître cette vision partagée que nous avons de la société. En fait, il ne s'agit pas d'avoir des croyances à somme zéro, on n'est pas en concurrence, on n'est pas là pour se comparer à qui est plus victime que l'autre, etc., ou remettre en question certains intérêts. Nous sommes là pour former des alliances, de la solidarité. Alors, si nous considérons toutes ces actions, tous ces facteurs pour justement promouvoir l'autonomisation, la croissance et la participation économique, et si nous cultivons justement la participation, si c'est là notre plaidoyer actif, eh bien, je peux vous assurer que si les hommes également sont prêts à s'exprimer haut et fort et à faire preuve d'énergie, à déployer leurs ressources et à faire de la place également aux femmes, alors à ce moment-là, le partenariat, la solidarité, les alliances pourront euh, prendre et porter des effets. Nous affirmons comme des acteurs féministes euh, parce que il y a là également une certaine valeur subjective qu'il faut reconnaître. Et donc, en tant qu'homme, vous pouvez vous trouver en situation d'être
être décideur par rapport à des financements, à des politiques, dans différents contextes et même dans la sphère privée, eh bien, il est faux de dire que si les femmes veulent s'exprimer, c'est parce qu'elles veulent promouvoir seulement leurs propres intentions et qu'elles agissent uniquement dans leur intérêt. Non, en réalité, ce type de partenariat, ce type de solidarité et d'alliance est quelque chose qui est bénéfique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il faut promouvoir euh, la voix de l'autre sexe, il faut faire de la place à l'autre. Dans ce cadre, nous devons éliminer les facteurs qui vont compromettre l'autonomisation et la croissance. Donc, nous remettons en question l'hypermasculinité et nous devons essayer de convaincre les décideurs, ceux qui vont pouvoir nous ouvrir les portes, justement de démanteler tout- toutes ces barrières que nous trouvons dans notre écosystème. Il faut remettre en question tout ce qui perturbe ou entrave le succès sur ce chemin de transformation. Soutenir le leadership, cela signifie prendre en charge une part du fardeau. Cela signifie également soutenir le leadership, ça veut dire soutenir le point de vue de l'autre. Et ça, c'est essentiel pour le leadership. Et donc, il est important de former des alliances également avec les hommes. Il ne s'agit pas de remplacer les leaders. Et puis une dernière diapositive, le plaidoyer actif, la promotion active va cultiver la participation. Et euh, je pense que nous sommes des alliés qui sommes prêts à mener des actions concrètes. Il est vrai qu'on est confronté à des défis. Je les ai cités, mais non pas tout simplement pour se plaindre, mais tout simplement pour savoir qu'ils existent pour pouvoir y faire face. Euh, Par exemple, la thèse de la marginalisation masculine, les fausses idées sur le jeu à sommes utiles, à sommes nulles, pardon, les gestes purement symboliques, l'exclusion des personnes LGBTQI+, le complexe du héros, le pouvoir unilatéral. Ça n'existe pas tout cela. Le pouvoir réside dans la communauté. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je cède encore la parole à Nina. Merci beaucoup, Suan, pour cette présentation extrêmement riche d'informations et qui nous a beaucoup inspiré. Alors, nous allons avoir à présent le plaisir d'écouter Mélissa. Euh, Elle est responsable technique régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes chez Equimundo, où elle dirige des initiatives visant à promouvoir l'égalité des genres et la prévention de la violence par l'engagement des hommes et des garçons. Et je lui cède tout de suite la parole. Mélissa, vous avez la parole. Merci Nina. Parfait. Merci à toutes et à tous. Je voulais présenter à tous les participants une expérience que nous avons réalisée à Equimundo. Même si je suis basé au Pérou, nous sommes présents au niveau international et depuis 30 ans, nous essayons de trouver des manières d'impliquer les hommes et les jeunes en tant que partenaires d'autonomisation économique des femmes. Et je vais vous présenter les résultats de notre travail au Guatemala, l'évaluation que nous avons réalisée après ce travail. Je voudrais préciser cela parce que peut-être que les gens attendaient des résultats du Pérou, mais en fait, je vais vous parler du Guatemala. Donc, comment impliquer effectivement les hommes en tant que partenaires d'autonomisation économique des femmes? Eh bien, voici la réponse. Il faut que vous vous souveniez de ce qu'a dit le docteur Barat avant moi. Je pense qu'elle a défendu l'idée de comment on peut faire participer les hommes dans ce travail. Donc, je voulais approfondir un peu sur
Les motifs pour lesquels il est important de faire participer les hommes dans l'autonomisation économique des femmes. Je pense que nous sommes tous ici et toutes réunis ici parce que nous sommes conscients de l'inégalité qui existe du point de vue des relations de pouvoir entre hommes et femmes. Typiquement, les hommes ont plus de pouvoir que les femmes au sein du gouvernement et bénéficient de meilleures opportunités systémiques. Donc, du point de vue des services, des personnes qui prennent des décisions sur les emplois qui sont disponibles, quelles sont les industries dans lesquelles il faut investir, etc. Toutes ces décisions sont généralement prises par des hommes. Par exemple, en Amérique latine, il y a une représentation des femmes au gouvernement qui ne s'élève qu'à 35%. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à la parité de genre au niveau le plus élevé parmi les personnes qui prennent des décisions sur comment nos gouvernements et nos sociétés doivent être organisés, quelles sont les opportunités qui sont ouvertes et créées pour les femmes. Les hommes dans la région, et je dirais de façon mondiale, ont généralement plus de pouvoir et plus d'accès aux opportunités génératrices de revenus. Nous savons que la participation dans la force ouvrière des femmes est beaucoup plus faible que celle des hommes et donc il y a une disparité également dans les salaires. Donc il y a une énorme brèche des salaires. En Amérique latine, il y a une différence de salaire d'entre 9 et 27% entre les hommes et les femmes. Et dans certains pays, comme le Mexique, qui présente les taux d'inégalité les plus élevés dans la région, cette différence dans les salaires peut dépasser les 30%. Nous savons également que dans le monde, et en particulier dans la région latino-américaine, les hommes ont plus de pouvoir quand il s'agit de prendre des décisions au sein du foyer. Et ceci est particulièrement important parce que les hommes et les femmes euh, vivent souvent ensemble, mais les décisions qui sont prises dans les ménages sont généralement prises par les hommes. Or, il faut pouvoir augmenter les possibilités aux femmes pour qu'elles puissent contribuer également à l'économie du ménage. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que la prise de décision au sein des ménages est en corrélation directe avec l'autonomisation économique des femmes. Et de même, les tâches au sein du ménage sont également une limitation importante pour les femmes dans la mesure où elles sont un obstacle pour pouvoir accéder aux opportunités de travail économique. Or, la région Amérique latine, les femmes passent 2 à 3 fois plus de temps à faire du travail ménager que les hommes. Et puis, il faut également faire participer les hommes parce qu'on sait par les recherches et les preuves qui sont sous nos nez que les femmes, euh, lorsqu'elles deviennent plus autonomes et qu'elles peuvent quitter la maison pour produire des revenus, ceci est une menace pour la dépendance des femmes à l'égard des hommes et du pouvoir des hommes sur les femmes. Et donc, ça peut devenir un risque pour les femmes lorsqu'elles veulent devenir autonomes du point de vue économique, lorsqu'elles sont face à des situations paysannes dans leur maison. Donc, il nous faut pouvoir faire participer les hommes qui entourent les femmes pour qu'ils puissent soutenir l'autonomisation des femmes, réduire leur dépendance et également réduire la menace qu'ils pourraient représenter pour la sécurité des femmes. Alors, le programme que je présente s'appelle Journeys of Transformation, donc parcours de transformation. C'est un programme de transformation des genres que nous avons lancé à Quimundo et c'est adapté à un premier programme pilote que nous avions mis en œuvre au Rwanda. L'objectif du programme, c'est de engager les hommes en tant que partenaires équitables et non violents des femmes et dans les processus d'autonomisation économique. En particulier, au Guatemala, nous nous sommes mis en rapport et nous avons établi une collaboration avec des communautés qui travaillent dans les régions rurales et qui ont travaillé avec les femmes depuis de nombreuses années en créant des petits groupes où elles apprenaient à prendre
à développer leur capacité financière, leur capacité d'entrepreneuriat, de direction, et même en termes de droits de l'homme. Ce que nous avons découvert au cours des années, c'est que la participation des hommes était très utile. Les femmes qui participaient pouvaient finalement, pouvaient peut-être générer après cette formation des revenus, mais quand elles rentraient chez eux, elles pouvaient se trouver dans une situation où elles rencontraient une opposition de la part de leur euh, partenaire. Et s'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient participer, beaucoup d'entre elles se sont vues limitées dans leur mobilité par leurs partenaires qui leur disaient, vous savez, vous pouvez pas participer, tu peux pas continuer à participer à ces ateliers parce que ça ne sert à rien. Donc, nous avons adapté notre programme au contexte du Guatemala et nous avons créé ce programme où participent à la fois des hommes et des femmes. Et comme le docteur Barrett disait, je regardais en section des commentaires, quelqu'un mentionnait l'importance de ne pas travailler uniquement avec des hommes sur l'autonomisation des femmes, mais de les faire participer en tant que couple, hommes et femmes ensemble, parce qu'elles, sur les normes dans leur rôle, les relations, etc. Le programme a eu 13 sessions qui ont toutes été facilitées par des personnes locales et dans la moitié des sessions, il y avait uniquement des femmes et dans l'autre moitié des hommes. Et l'autre moitié des sessions, le couple travaille ensemble. Le contenu de ces sessions s'est concentré sur la prise de décision au sein du foyer, la communication au sein du couple, la participation des femmes en génération de revenus, la répartition des tâches ménagères, la garde des enfants, la santé sexuelle et reproductive, la violence à l'égard des femmes. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment créer des bases pour un bien-être du couple et du ménage. Alors, nous avons abouti à des résultats assez euh, convaincants de ce programme et je voudrais vous présenter les résultats les plus importants qui, je pense, peuvent contribuer à notre discussion sur la manière dont les hommes peuvent participer à soutenir l'autonomisation économique des femmes. La première chose que nous avons découvert, c'est que nous avons pu réduire les attitudes liées au genre entre hommes et femmes qui souvent étaient à l'origine de la diminution de l'autonomisation économique des femmes. Ici, vous voyez qu'il y avait une réduction très significative dans cette croyance que les femmes ne devraient pas travailler lorsqu'il y a des enfants à la maison. Comme vous voyez, à l'origine, il y avait 80% qui étaient de cet avis, mais après avoir suivi le programme, ce pourcentage d'hommes est descendu à 56%. De même chose du côté des femmes, 67,5% étaient d'accord avec l'idée de ne pas devoir travailler s'il y avait des enfants dans la maison, mais à la fin du programme, il n'y avait plus que 39,7% des femmes qui étaient de cet avis. Donc, une autre idée préconçue, c'est que les femmes qui travaillent hors de la maison ne peuvent pas être de bonnes femmes et de bonnes mères. Ça, c'est une norme liée au genre qu'on trouve souvent dans la région latine-américaine ou d'Amérique latine et dans d'autres régions également. Alors, 50% à peu près des hommes avaient cette croyance au début du programme, mais après avoir suivi le programme, ce chiffre est descendu à 14,5%. Et ce qui est curieux également, c'est que 36,5% des femmes qui étaient d'accord avec cette conception au début du programme retombaient à 17,5% au terme du programme. Donc, je pense qu'ici, ce qui est important à retenir, c'est que essaye, lorsqu'on parle de la participation et l'engagement, il faut parler d'une manière transformative du genre. On ne parle pas uniquement de l'autonomisation des femmes, mais ce qu'on fait, c'est de euh, morceler, de briser ces normes qui semblent dire que, il y a des barrières, des limitations que les femmes, par nature, auxquelles elles sont soumises. Et puis, une autre chose que nous avons pu, à quoi nous avons pu aboutir, à la fin de ce programme, c'est une meilleure communication au sein du couple. Nous savons que la communication dans le couple est un facteur protecteur pour la violence conjugale et nous savons que c'est un facteur
qui peut intervenir au moment d'autonomiser les femmes économiquement. Donc, les hommes et les femmes ont pu, après la participation au programme, augmenter leur communication sur leurs propres problèmes ou préoccupations avec leurs partenaires et également sur les problèmes, les préoccupations de leurs partenaires avec leurs partenaires. Donc, c'est très important parce que euh, lorsque on est ouvert au dialogue dans une relation entre hommes et femmes, c'est qui est généralement très hiérarchique. S'écouter, c'est quelque chose de fondamental, une compétence que nous essayons de promouvoir dans nos programmes, parce que les hommes doivent apprendre à écouter les femmes et ce résultat de ce programme nous a permis de euh, justifier que les hommes et les femmes peuvent parler entre eux et ouvrir un dialogue, que les femmes peuvent parler de ce qu'elles font dans leur atelier. Ceci permet également aux hommes de mieux comprendre quels est les résultats de cette participation au programme pour les femmes. Alors, nous allons très rapidement passer les dernières diapositives en revue. Nous avons vu que un des résultats du programme, c'était d'améliorer la prise de décision. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et je passais à la diapositive suivante. C'est que la prise de décision entre partenaires s'est nettement améliorée et ça c'est fantastique parce que nous voulons vraiment que les hommes et les femmes puissent prendre les décisions ensemble. Nous pensons que ceci ne doit pas être aux dépens de l'autonomie des femmes et la capacité des femmes de prendre les décisions elles-mêmes. Désolé, est-ce qu'on peut revenir une diapositive en arrière, s'il vous plaît? Donc, c'est un défi sur lequel on travaille encore, sur comment on ne pas euh, euh, donner la priorité aux décisions prises ensemble sur la liberté d'action des femmes. Il y a une nuance sur laquelle il est vraiment difficile de travailler. Une fois qu'on change les normes, il faut s'assurer que ces normes qui ont changé se matérialisent dans les actions. Et finalement, un autre défi, c'est nous savons que les programmes sont très coûteux et à maintenir. Et donc, ce que nous essayons de faire avec Umundo, c'est qu'on essaye d'utiliser les stratégies numériques pour que ces programmes puissent être étendus à toute la population, car c'est ce qu'il nous faut faire, généraliser pour que des normes puissent vraiment s'imposer, changement des normes puissent s'imposer dans les collectifs et les collectivités et les sociétés. Je vous ai laissé sur cette diapositive un code QR et mon email où vous pouvez partager le manuel et le rapport et toute l'information dont on a besoin. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette excellente présentation au nom de Equimondo. Alors à présent, nous allons donner la parole au représentant de l'autre sexe, à un homme. Nous allons écouter Mwanza Mungela, qui est un professionnel du développement qui compte 7 ans d'expérience dans les domaines de l'agriculture durable, de la pêche et de l'égalité des sexes en Zambie. Il travaille actuellement euh, comme assistant de programme à la FAO en Zambie, où il apporte son soutien au programme Fish for ACP sur le développement de chaînes de valeur durables dans le secteur de la pêche. Voilà, vous avez la parole, Mwenza. Merci beaucoup, Nina. Alors, bonjour, bon après-midi à tous ceux qui sont connectés. Alors, l'image suivante, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ici ce que je me propose de vous dire. Donc, on va d'abord camper le décor. Et Nina vous l'a dit, je fais partie d'un projet qu'on appelle Fish for ACP. C'est en fait une initiative qui est financée par l'Union européenne et qui est mise en œuvre dans 12 pays, dont la Zambie. Et donc, je vais vous parler de l'expérience que j'ai fait en Zambie.
Alors, je vais parler un petit peu du contexte. Pourquoi il est important justement d'impliquer les hommes dans cette chaîne de valeur? Nous allons voir quels sont les défis qui portent sur les normes culturelles et liées au genre et l'approche que nous avons utilisée, comme par exemple Dimitra, les clubs Dimitra. Alors, voilà donc quelques mots sur le contexte, ce qui va permettre à tout le monde de comprendre un petit peu le contexte. Le projet porte sur le développement durable de la chaîne de valeur des petites espèces pélagiques, notamment au niveau local Kapenta. Et nous travaillons sur le lac Tanganyika. Donc, c'est un lac qui avoisine 4 pays, la RDC, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. Alors, le lac, bon, moi je travaille en fait à partir de Lusaka, mais vous voyez à l'image la carte géographique et vous voyez où se trouve le lac Tanganyika et vous voyez un exemple du Carpenta. Alors, dans cette chaîne de valeur, on estime qu'il y a environ 14 000 hommes, 14 000 personnes qui travaillent. Ce sont essentiellement des hommes et qui sont des pêcheurs. Donc, mais vous devez savoir également qu'il y a un élément très important dans cette chaîne de valeur. Ce ne sont pas ceux qui pratiquent la pêche, mais ceux qui pratiquent la vente de ces poissons. Et là, ce sont essentiellement des femmes. Ce qu'elles font est tout à fait unique parce que leur seule source de revenus, c'est de pouvoir acheter les poissons aux pêcheurs, les transformer et les sécher par exemple, et puis les vendre. Alors quel est le défi en règle générale? Eh bien, c'est elles doivent naviguer avec toute une série d'écueils comme le changement climatique, les réserves de poissons qui s'amenuisent et puis l'accès aux poissons. Parce qu'un problème auquel sont confrontées les femmes assez souvent, c'est que c'est ce qu'on appelle fish for sex, c'est-à-dire qu'elles doivent vendre des faveurs sexuelles pour pouvoir avoir accès aux poissons qu'elles vendent. En fait, quand je parle de poissons ici, ce n'est pas qu'elles proposent des faveurs sexuelles pour vendre du poisson, mais pour pouvoir acheter le poisson aux pêcheurs, qui donc leur font ce type de chantage. Et donc, dans ce genre de contexte, pourquoi est-il important d'impliquer les hommes? Permettez-moi de vous expliquer pourquoi c'est important d'impliquer les hommes dans cette chaîne de valeur. Alors, au niveau des entreprises, comme je vous le disais, il y a quelques 14 000 acteurs et ce sont surtout les hommes qui pratiquent la pêche et donc on ne peut rien faire sans la participation de ces pêcheurs. C'est eux qui contrôlent l'accès aux poissons et donc ils détiennent pas mal de pouvoir en ce sens. Donc, un accès accru aux ressources, bien, c'est surtout les hommes qui l'ont, donc ils gagnent plus d'argent, ils ont les avoirs, ils ont les bateaux pour aller à la pêche. Ils ont également les réseaux, c'est-à-dire ils connaissent les personnes auxquelles s'adresser pour avoir davantage de poissons, pour produire davantage. Ils ont la connaissance, donc ils sont un acteur clé de cette chaîne de valeur. Alors au niveau des ménages, impliquer les hommes, c'est important parce que ça permettra de réduire les conflits, de renforcer la coopération au sein des foyers. En fait, la recherche a montré que lorsqu'on implique un homme, eh bien, effectivement, il y aura moins de conflits dans le couple, il y aura davantage de coopération, il y aura une meilleure répartition des tâches de ménage, par exemple, et de soins qui habituellement sont confiées aux femmes et qui sont en fait des tâches non rémunérées. Et traditionnellement, les hommes, on s'attend à ce qu'ils soient
le seul gagne-pain de la famille. Et donc, l'avantage d'impliquer les hommes, eh bien, l'avantage pour les hommes, c'est qu'il y aura moins de pression liée au fait qu'ils vont devoir subvenir aux besoins de la famille tout seuls. Si effectivement il y a un partage de la responsabilité d'acheter la nourriture, de vêtir les enfants, eh bien, ça devient un partage des responsabilités au sein du couple. Il y a également de meilleures relations, de meilleures communications au sein des familles. Et ça, c'est un autre des avantages qui a été signalé. Alors, les obstacles à l'implication des hommes tourne surtout autour du fait que la violence sexiste semble être monnaie courante. C'est presque normalisé. Ça semble quelque chose de tout à fait normal. Et donc, et je dirais même que la terminologie locale renforce cela, parce que on dit par exemple, si l'homme bat sa femme, en fait, c'est parce qu'il exprime son affection, son amour pour sa femme. Et il y a une forte dépendance également vis-à-vis des mesures incitatives. Alors, les hommes disent, oui, mais qu'est-ce que vous me payez pour pouvoir venir participer à vos ateliers? Autre obstacle, c'est un autre défi, et c'est quelque chose que je vais souligner, c'est que la plupart des projets ont été conçus précisément pour cibler les femmes, en particulier pour les rendre plus autonomes. Et donc cet accent, cette attention spécifique devrait être sur les hommes. Et donc si le projet est conçu pour les femmes et pour les jeunes et pas pour les hommes, au bout du compte, il est essentiel de pouvoir également voir en quoi ceci va impacter les hommes. Alors, comment aborder ces différents obstacles? Alors, nous avons d'abord commencé par faire des formations sur la masculinité positive en encourageant les hommes à devenir des alliés, montrer comment ils pouvaient devenir des alliés, comment ils peuvent être des partenaires responsables, comment ils peuvent être des agents de changement et comment ils peuvent s'élever contre ces pratiques fish for sex, donc échange de faveurs sexuelles pour pouvoir obtenir des poissons. Et donc ça, c'est un petit peu le détail, si vous voulez, de notre approche à Dimitra Club. Alors, dans l'image précédente, vous avez peut-être vu que les hommes partaient à la pêche pendant la nuit. Et donc, ils travaillent la nuit et pendant le jour, ils dorment. Donc, ce n'est pas simple de les faire venir à nos réunions. Mais l'approche d'Imitra, eh bien, c'est une approche qui a été mise au point par la FAO il y a quelques 15 ans. En fait, c'est une approche volontaire où nous nous rendons dans les communautés, on essaye de réunir des groupes de personnes autour des chefs traditionnels, les chefs de la communauté, pour discuter de ce qui peut poser problème dans la communauté, pour essayer de trouver ensemble des solutions en se servant de leurs ressources. Donc, il s'agit simplement de faciliter les choses. On ne finance pas les groupes, c'est eux qui font le travail. Donc, nous ne faisons que encourager, si vous voulez, leur liberté d'action. Et donc, nous sommes mis en rapport avec les hommes pour les impliquer, pour essayer de les inclure dans les groupes. Bon, le problème, évidemment, c'est de faire en sorte qu'ils viennent régulièrement participer à ces ateliers, à ces réunions, identifier ces hommes, les impliquer dans un dialogue pour, par exemple, parler des rôles typiques des hommes et des femmes, pour parler également de la violence
sexistes, pour essayer également de renforcer, de légitimer la participation des femmes à ces réunions. Et grâce à ce type d'approche, nous avons obtenu des résultats. Et nous avons vu que les hommes qui travaillaient côte à côte avec les femmes pour se mobiliser autour de projets de communauté, par exemple, un de ces projets, c'était la construction d'un marché. Et on a constaté que les personnes qui s'occupent de la transformation et de la vente des poissons sont souvent les femmes, sont plus souvent les femmes. Mais s'il n'y a pas de poissons, il n'y a rien à transformer. Et donc, l'une de ces actions communautaires consistait donc à construire un marché. Mais il fallait évidemment qu'il y ait les ressources locales. Et donc là, ça impliquait les hommes. Ceci a complètement changé la donne parce que du coup, ils avaient intérêt à participer aux réunions sans qu'il n'y ait de conflit. Ils ont d'ailleurs reconnu la valeur de la participation des femmes et nous voyons un petit peu le résultat. Vous voyez que ces groupes sont parvenus à nettoyer euh, tout le terrain adjacent à une école. Et donc, en conclusion, en ce qui concerne les prochaines étapes, eh bien, les partenariats sont quelque chose de tout à fait essentiel pour qu'il y ait un véritable impact et pour amplifier cet impact. Nous avons également constaté que la participation des parties prenantes, comme par exemple les ministères compétents des différents gouvernements, eh bien, c'est quelque chose qui a joué un rôle vraiment critique parce que après notre départ, ces responsables gouvernementaux ont continué à rester en contact avec les communautés, à les soutenir. Et donc, ces partenariats solides sont vraiment très importants pour que l'impact soit réel. Enfin, il faut tenir compte du fait qu'un changement de comportement, c'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures. Ce n'est pas à l'issue d'une seule intervention. En réalité, il faut être cohérent, il faut continuer, il faut travailler avec d'autres partenaires pour qu'il y ait un impact et pour que cet impact puisse continuer de croître. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mwanza, pour cette présentation très instructive. Euh, Nous allons maintenant écouter Georges Poirier. Georges est un leader agricole ghanéen et un défenseur de la durabilité qui compte plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de l'horticulture et en particulier de la banane. Actuellement, il est conseiller en développement durable et affaires générales chez Golden Exotics Limited. Il a occupé plusieurs postes de direction influents au sein d'organisations agricoles africaines et mondiales, notamment celui de président de l'Afriboana. Georges, à vous la parole. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de participer à ce webinaire. Bonjour ou bon après-midi, selon là où vous trouvez. Les questions qui ont été soulignées et qui ont un effet sur l'autonomisation des femmes sont encore plus difficiles à gérer dans le secteur agricole, en particulier dans les plantations comme c'est les bananières. Les bananières en Afrique sont des grandes plantations qui sont propriétés de multinationales. Et donc l'emploi au sein de ces plantations sont principalement dominés par les hommes. La plupart des travailleurs sont des hommes. Et donc les femmes sont désavantagées à différents niveaux. Le projet que je vais vous présenter, un projet que nous avons mis en œuvre dans notre farm, Golden Resource euh, Exotics Limited, nous a permis de changer la dynamique de la situation pour les femmes et également la perception des travailleurs masculins sur la contribution des femmes dans la productivité. Donc, ce sont des projets qui ont commencé avec une étude de base par un consultant indépendant en 2017. Elle a été lancée en 2018. Notre programme a été lancé en 2018 avec le soutien de partenaires et le
financement par des partenaires qui sont l'IEF, Fairtrade, euh, Fairtrade Campaign Fruit, qui est notre société mère. Donc, le défi que nous avons essayé de résoudre, c'était que euh, les femmes arrivaient avec des faibles niveaux d'éducation au lieu de travail et leur formation était assez déficitaire également. Et donc, les femmes font certes uniquement des tâches qui ne demandaient pas d'activité physique. Et donc, il y avait très peu d'emplois qu'elles pouvaient assumer. Et par ailleurs, les emplois nécessitant des compétences poussées n'étaient pas ouverts à elles puisqu'elles n'avaient pas reçu de formation. Il y a beaucoup de superviseurs masculins qui avaient l'impression que lorsque les femmes tomberaient enceintes, par exemple, elles ne seraient pas disponibles pour la plupart du temps pendant l'année, qu'elles ne seraient pas suffisamment fortes et que ceci pourrait toucher, avoir un effet négatif sur leurs objectifs pour la journée ou pour le mois. Et donc, ils préféraient avoir plutôt des travailleurs masculins pour pouvoir assumer la nouvelle situation. Donc, qu'est-ce que nous faisons exactement? Eh bien, nous avons étudié le rapport qui nous avait été recommandé qui n- nous demandait de suivre les activités des différents groupes qui avaient été créés et de voir un peu comment était organisée la plantation. Ce comité également inclut des hommes à différents niveaux, au niveau des syndicats, au niveau de la direction et de la haute direction. Et avec les femmes, il y a eu un suivi et il y a eu une recommandation sur les changements qui devaient être instaurés. Le projet a également coïncidé avec l'introduction de la plantation biologique sur la parcelle, sur la ferme. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir accroître l'employabilité et les emplois des femmes de 40% sur la partie agriculture biologique. Donc, ça a également donné la possibilité aux femmes d'être formées et d'appliquer leurs connaissances dans de nouveaux domaines qu'elles n'auraient pas pu, auxquels n'auraient pas pu avoir accès autrement. Donc, il y a eu beaucoup de travail d'éducation sur la conscience des différents genres et que les femmes pouvaient apporter beaucoup à la plantation. Et ce travail a été réalisé tant avec les hommes qu'avec les femmes. En particulier, il fallait également toucher les questions de santé propres aux femmes. Et dans ce processus, les hommes ont commencé à comprendre pourquoi il était important de prévoir un soutien particulier aux femmes. Par exemple, et il fallait réserver du temps pour que les femmes puissent allaiter et aux femmes enceintes leur confier des tâches qui leur permettraient de ne pas trop se fatiguer. Et nous avons également eu un autre projet qui a été une initiative du Forum bananier Projet Boésie et nous avons lancé ce programme avec les questions qu'il fallait résoudre. Alors, certains des problèmes ont été résolus. Pour les femmes, on leur donnait par exemple des tâches plus légères pour qu'elles puissent éventuellement trouver du temps pour allaiter leurs enfants et il fallait également donner une possibilité aux femmes d'avoir du temps pour aller jusqu'à la crèche et laisser leurs enfants, puis retourner au travail s'il le fallait. Donc, elles puissent aller à la crèche pour nourrir leurs enfants, etc. Sans que ceci ne puisse supposer trop de perturbations dans le travail. Et les facilités des crèches étaient devenues disponibles également aux hommes, dont les femmes ne travaillaient pas dans les plantations, mais qui devaient pouvoir avoir accès. Donc, c'était au profit
tant des travailleurs masculins que féminins. Nous avons eu une formation spécifique sur l'harcèlement sexuel. Nous avons modifié les politiques. Nous avons également veillé que ce soit en ligne avec les suggestions que nous avons reçues et qui venaient de ces comités de travailleurs. Nous avons également changé les installations de conditionnement en prévoyant des toilettes séparées et des vestiaires préparés pour les hommes et pour les femmes. Et donc, ainsi, euh, et que les hommes puissent également jouir d'un droit de paternité à l'identique de ce qui se passait déjà pour les femmes, pour qu'ils puissent éventuellement apporter leur soutien aux femmes lorsque celles-ci auraient lorsqu'elles auraient eu leur enfant. Alors, ce que ces changements se sont instaurés dans toutes les nouvelles présentations que nous développions. Les infrastructures et tout ce qui tourne autour avait été adapté avec les changements que nous avions inclus dans notre processus. Nous avons terminé une crèche et prévu d'en avoir une autre au centre de la plantation pour que les mouvements des femmes ne subissent pas trop de retard. Et puis, nous avons lancé un programme d'éducation pour les femmes qui incluait un volet connaissances ou compétences financières. Et au début, avant que nous ne commencions, les femmes et certains hommes avaient vraiment peur que leurs femmes puissent travailler sur les plantations parce qu'ils pensaient qu'à côté des grosses plantations, que les femmes deviendraient vulnérables et pourraient être sujettes à de harcèlement sexuel. Mais avec la formation donnée aux travailleurs, cette perception a changé. Nous avons organisé des visites sur le terrain pour les femmes et les hommes dans la communauté pour qu'ils puissent venir avec leurs épouses et voir exactement comment nous procédions avec les femmes qui travaillaient déjà chez nous et que les hommes ne devaient pas être inquiets de toute question d'harcèlement sexuel. Nous avons également observé qu'en employant des femmes dans des emplois de haut niveau, les autres femmes se sentiraient plus motivées à poursuivre leurs études. Nous avons un programme de formation qui donne des bourses à une série de nombreuses femmes pour qu'elles puissent développer leur carrière et nous avons maintenant des femmes qui conduisent des tracteurs, des drones, des spécialistes informatiques, des ingénieurs qui travaillent sur la plantation et ceci euh, en dépit du fait elles ont eu des enfants, qu'elles se sont mariées et que, de ce fait, les familles ont eu deux revenus, celui de l'homme et celui de la femme. Ceci a permis d'aider modifier la perception que l'homme est au centre et qu'il peut aider les femmes en réalité à pouvoir aider leur famille à améliorer leur situation économique, améliorer les conditions, les situations qu'elles ont connues tant à la maison qu'à leur lieu de travail. Merci beaucoup. Ça devrait être la fin de ma présentation. Merci, Georges. Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation très intéressante. Et Awefa, tu peux passer à la diapositive suivante. Voilà. Très bien. Donc, nous allons maintenant écouter notre dernière intervenante et nous revenons à une femme. Nous allons écouter Judy Detterville-Jacob. Judy est responsable de relations publiques au Sandals Resort à Sainte-Lucie. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans les médias, le tourisme hôtellerie. Elle a dirigé les initiatives de stratégie de marque et de marketing et représenté Sainte-Lucie lors de salons professionnels régionaux et internationaux. Elle est ancienne présidente du Rotary Club de Gros Islet, rédactrice indépendante, poète publiée et fervente défenseuse de l'excellence opérationnelle et de l'amélioration continue. Judy, vous avez la parole.
Merci, bonjour Nina, bonjour à tous. Je veux dire que ça a été extrêmement intéressant d'entendre les points de vue des autres. Je suis vraiment stupéfaite de voir à quel point il y a des similitudes aux quatre coins du globe parce que finalement, les hommes et les femmes sont confrontés aux mêmes problèmes un peu partout. Alors, image suivante. Quant à moi, je voulais essentiellement me pencher sur certains domaines spécifiques où les hommes sont vraiment les partenaires des femmes, par exemple dans la politique, par exemple. La situation est peut-être un peu particulière à Sainte-Lucie. Alors, est-ce qu'on est égaux ou adversaires? Le point de départ pour moi, c'était de voir qu'est-ce que ça signifie exactement d'avoir pour partenaire un homme. Alors, la recherche ne nous disait pas grand-chose. En fait, les données ne sont pas très nombreuses dans tous les pays. Et donc, par contre, les ménages euh, tenus par des femmes, le pourcentage de familles monoparentales, surtout de la perspective caribéenne, eh bien, je peux vous dire que j'ai vu que c'était très élevé à Sainte-Lucie et en ce qui concerne le continent d'Afrique australe, eh bien, les chiffres peuvent grimper jusqu'à 43% des ménages qui sont tenus par des femmes. En fait, très souvent, nous constatons que ce sont souvent les femmes qui ont des tâches non rémunérées, comme par exemple prendre soin de la famille, des tâches domestiques, etc. C'était le premier point que je souhaitais souligner. Deuxièmement, je voulais aborder la question des hommes et des femmes en politique. Alors, il est certain que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes en politique et surtout à des postes clés. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire en ce qui concerne l'égalité homme-femme, en ce qui concerne la représentation des femmes au gouvernement. Lors du 30e anniversaire de la déclaration de Pékin, la plateforme pour l'action a vraiment marqué un tournant. Et selon le rapport, donc, on voit que les hommes ont trois fois plus de postes de décision et de position législative par rapport aux femmes. Trois fois plus. La part des femmes au Parlement a grimpé uniquement de 0,3% contre 27,2% au cours de la dernière année. Et donc, la part des femmes au gouvernement, en fait, a baissé de 0,4%. Selon UN Women, un pays sur sept seulement est dirigé par une femme. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui se retrouve même dans nos représentations. En ce qui concerne Sainte-Lucie, et en dépit du fait que nous avions signé la déclaration de Pékin, donc dans cette plateforme d'action, et on ciblait 30% de représentation des femmes à Sainte-Lucie au Parlement, eh bien, on voit qu'il n'y a que 17% de femmes et il n'y a que deux villes importantes où trois femmes ont été se sont portées candidates et ont été nommées. Cela vous montre que le processus de prise de décision et de pouvoir est quelque chose qui est vraiment entre les mains des hommes, même si ce sont les femmes qui sont à la tête des ménages. Et donc, ceci affecte la vie des femmes et la vie de la population. Image suivante. Si nous prenons le secteur du tourisme, j'ai beaucoup d'expérience de ce secteur-là. Il y a des statistiques critiques qui montrent, notamment dans le deuxième rapport mondial des Nations Unies et de euh, l'Organisation mondiale
du commerce montre que les femmes détiennent la majorité des postes dans le secteur du tourisme au monde. Et en fait, 54% de ceux qui travaillent dans ce secteur en 2019 étaient des femmes. Et donc 54% des femmes travaillent dans le secteur tourisme en 2019, alors que 39% seulement des femmes n'occupent des postes clés dans l'économie en général. Donc ça veut dire que les femmes travaillent surtout dans le tourisme et pas tellement dans le reste des secteurs économiques. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Image suivante. Alors, je voulais également me pencher sur l'impact que ceci peut avoir sur l'économie verte et bleue. Alors, une définition rapide de ce que sont les économies vertes et bleues. Alors, l'économie verte, donc, c'est en fait les politiques de développement économique. On parle de surtout deux catégories, c'est-à-dire stimuler la production ou la consommation. Donc, on produit, par exemple, dans le secteur agricole ou on consomme les produits agricoles. Tout le monde veut améliorer son bien-être, pas seulement en termes économiques, mais également en ce qui concerne le capital humain, social, physique et culturel. La Banque mondiale, par exemple, définit comme économie bleue les ressources durables qui proviennent de l'océan. Donc, on parle ici des ressources halieutiques, par exemple, qui permettent aux personnes de gagner leur vie et de survivre. Ici, nous avons des exemples sous forme vidéo de la pêche et de l'aquaculture. Alors, venant de Sainte-Lucie, je voulais poser la question de savoir, mais les femmes pratiquent-elles la pêche ou la vente de poissons? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que les femmes devaient échanger des faveurs sexuelles pour pouvoir accès aux poissons qu'elles allaient transformer. Mon expérience à Sainte-Lucie euh, est qu'on n'en est pas encore là, mais en général, ce sont les hommes qui pratiquent la pêche, surtout les hommes les plus jeunes, entre 17 et 55 ans. Et en général, ce sont les hommes qui sont propriétaires des bateaux qui partent en mer et même si ce sont des femmes qui en sont les propriétaires, elles ne vont pas pêcher. Donc les femmes, en général, sont celles qui vendent les poissons et les transforment. Mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes vont vendre les produits agricoles. Et donc, encore une fois, la question qui se pose, c'est est-ce que les femmes pratiquent la pêche ou la vente de poissons? Et est-ce que les femmes participent à la production? Donc, elles sont productrices, agricultrices ou vendeuses de produits agricoles. Et donc, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et chez Farmers, nous avons beaucoup étudié cette question au cours des 3 à 5 dernières années. C'est quelque chose qui a connu un énorme développement. Nous voyons que il y a tout un segment de marché qui est entre les mains des femmes. Par exemple, le samedi matin, elles vont aller vendre ce qu'elles ont produit, ce qu'elles ont transformé, et elles vont le vendre parfois à d'autres femmes qui sont leurs consommatrices. Et donc, du point de vue économique, ce produit Farmers est un projet qui a permis aux femmes de s'autonomiser, de croître et d'impliquer également leur famille dans cette croissance économique, puisque la famille participe également à tout le secteur industriel. Alors, elles ne dépendent pas forcément de l'assistance des hommes, même si souvent les hommes sont les leaders politiques et donc il faut se mettre en rapport avec ces hommes, il faut faire du lobby auprès des hommes pour pouvoir obtenir certains
certaines autorisations, etc. En tout cas, hommes et femmes doivent travailler ensemble dans l'intérêt de la communauté. Revenons-en à nos diapositives maintenant et voyons maintenant l'approche de Sandals. C'est l'image suivante. Voilà, l'approche Sandals. Alors, Sandals adopte ce concept d'inclusivité qui est appliqué partout dans la région, en tout cas dans les pays de langue anglaise jusqu'à Curaçao. Et donc, il y a le concept de tourisme pour la famille. Le concept de sandals est plutôt pour les couples. Alors, notre marché part de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe. On essaye d'attirer les couples traditionnels, mais Sandals est en fait inclusif et on accueille tout le monde. Euh, En ce qui concerne la structure de gestion, il y a des hommes et des femmes au niveau des postes clés de direction, mais c'est un changement qui a été reconnu parce qu'on a voulu délibérément inclure des femmes aux postes les plus élevés de direction, de manière à attirer, garder les femmes également aux postes de direction générale, par exemple. Il y a, par exemple, à Sainte-Lucie, trois resorts, trois structures hôtelières qui sont chapeautées par des femmes. Et souvent, on dit, ah, c'est une directrice générale euh, qui vient de Sainte-Lucie et qui est noire. Et ça, en soi, ça représente du pouvoir parce que c'est une source d'inspiration, parce que précédemment, c'était des postes qui étaient réservés aux hommes. Mais cette expérience montre que nous avons des femmes tout à fait capables qui sont également représentées au niveau les plus élevés. Au niveau de l'encadrement, nous avons un rapport assez égal entre hommes et femmes en fonction des différents départements. Par exemple, vous avez le responsable du front office, c'est un homme, mais par contre, la responsable du département paysager est une femme. Et ça, c'est intéressant en soi. Puis alors, il faut voir également le travail d'équipe. Il y a donc certains services qui sont spécifiquement féminins et donc, il y a des services, des départements où vous aurez surtout certains genres qui seront représentés. Donc, par exemple, ce sera presque tous des hommes ou dans d'autres services, vous aurez pratiquement que des femmes. Par exemple, au niveau des ressources, des relations publiques, eh bien, il y a trois complexes hôteliers de Sainte-Lucie où deux des responsables euh, des relations publiques sont des femmes et le troisième est un homme. Alors, dans le secteur donc restauration, donc cuisine, bar, restaurant, etc. Souvent, nous avons une ventilation homme-femme. Bon, peut-être que à l'accueil des restaurants, nous aurons des femmes, alors que dans les parties cachées du restaurant, là où on a besoin de plus de muscles peut-être, nous aurons plus d'hommes. Et puis, je voulais dire qu'il y a un aspect nouveau, en tout cas pour ce secteur industriel. Euh, à Sandals, nous pensons beaucoup en termes d'entreprise et donc nous avons voulu qu'il y ait des congés de paternité également pour les jeunes pères de famille. Donc, là où normalement nous avions des mères qui pouvaient profiter du congé maternité, eh bien maintenant, nous avons introduit également le concept de congé de paternité. Ce qui veut dire qu'en fait, les liens au sein de la famille ont beaucoup évolué. Il n'est pas simple de ne pas
parler de ce qu'on appelle une évidence, l'éléphant blanc, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les choses dont on ne parle pas mais dont tout le monde a conscience, c'est-à-dire la carte raciale, la carte nationale et la carte identitaire. Euh, il est évident que si on est défenseur, il y aura peut-être une approche différente selon que l'on appartient à la communauté des Blacks ou à la communauté d'origine européenne. Et donc, la carte nationalité est une question qui est posée. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui est d'origine nord-américaine ou européenne, ou bien c'est quelqu'un qui est d'origine caribéenne? C'est aussi important lorsqu'on veut se faire le défenseur et on veut être inclusif. Alors, je rejoins ici peut-être ce que disait le docteur Swan dans sa présentation. Moi aussi, je voudrais poser la question de la perspective de genre. Quel est le pouvoir dans les couples de même sexe? Qui seront alors nos meilleurs alliés? Euh, Quand on considère toutes ces cartes, euh, où va-t-on mettre l'accent? Qui sera le meilleur défenseur de l'autre? Dernière diapositive alors? Eh bien, dans quelle mesure est-ce que les femmes peuvent se défendre elles-mêmes, peuvent être leurs propres champions, si j'ose dire? Comment les femmes peuvent vraiment soutenir d'autres femmes? J'en ai parlé avec d'autres personnes assez nombreuses. Alors, certaines considèrent que entre femmes, on est ennemis, on est rivales, alors que d'autres vont dire non, non, ce n'est pas le cas. Quand on a des femmes qui s'entraident, mère et fille par exemple, il y a beaucoup d'entraide et là, elles se défendent. Mais ça dépend s'il s'agit d'entreprises familiales ou pas. Alors, si on est dans des secteurs technologiques, par exemple, avec la perspective de l'intelligence artificielle, il est certain que les règles changent. Le rapport de force entre hommes et femmes, entre femmes et femmes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les hommes deviennent de plus en plus conscients de ce que aujourd'hui nous avons des rôles complémentaires pour le meilleur développement de nos communautés, dans l'intérêt de nos communautés. Voilà, et c'est quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui. Merci. Merci, un grand merci Judy pour cette présentation. Merci à toutes et à tous. Merci à nos formidables intervenants pour ces réflexions passionnantes. Je veux dire que la diversité des interventions aujourd'hui était tout à fait impressionnante. Et comme disait Judy, elle était très diverse, mais il est vrai que le sujet est commun à tous les pays. Donc, je suis sûr que nous avons beaucoup appris, tous les uns et les autres, les unes et les autres. Je pense que l'un des principaux enseignements de ces discussions est que la promotion et l'autonomisation économique des femmes est une responsabilité partagée et que le fait d'impliquer les hommes en tant qu'alliés et défenseurs peut contribuer à créer des écosystèmes d'affaires plus inclusifs et plus prospères pour tous. Je voudrais vous proposer un deuxième sondage afin de mieux comprendre l'impact que cette situation peut avoir sur votre compréhension du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Donc, je vous demanderai de prendre quelques minutes pour répondre aux questions et nous examinerons les réponses ensemble. Voilà, donc très bien. Oui, la première question s'affiche à l'écran, c'est au terme de cette discussion, quelle est votre vision de l'implication des hommes dans l'autonomisation économique des femmes? Avec les mêmes réponses qu'auparavant, à savoir essentiel pour un vrai changement, important mais ne devrait pas être le point central, ou bien utile dans certains contextes seulement, où vous n'êtes pas encore sûr. Pour la deuxième question, quelle approche vous semble la plus efficace pour impliquer les hommes? Et là, vous pouvez les classer, vous pouvez classer les démarches ci-dessous, c'est-à-dire changer les dynamiques quotidiennes au sein des foyers, aider les entreprises à percevoir la valeur, obtenir le soutien des dirigeants, renforcer les politiques et les règles institutionnelles ou utiliser le modèle communautaire et faire évoluer les normes sociales. Et puis pour la troisième question,
Hein, quelle est votre prochaine étape, la plus probable après ce webinaire? Et là, euh, d'un point de vue donc individuel. Hein, est-ce que vous pourriez appliquer les idées entendues dans votre travail ou votre organisation aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez partager les enseignements avec votre réseau et vos collègues pour explorer d'autres ressources ou formations sur le sujet? Ou bien vous ne savez pas ou vous ne prévoyez pas d'entamer une action quelconque? Voilà, donc je vous laisse quelques minutes maintenant pour pouvoir répondre à ce sondage. Encore quelques secondes. Très bien. Ah oui, enfin, je pense qu'on peut clôturer le sondage et examiner les réponses. Très bien. Donc, nous constatons que pour la première question, hein, la question, quelle est votre vision de l'application des hommes dans l'automatisation économique des femmes? La plupart, la grande majorité, considèrent que c'est essentiel pour qu'un véritable changement s'opère. Et je pense que nous avons pu voir cela dans toutes les présentations aujourd'hui. Pour la deuxième question, le type de démarche qui semblerait la plus efficace pour impliquer les hommes, nous constatons que changer la dynamique quotidienne au sein des foyers est la plus importante, suivie de l'utilisation de modèles communautaires et de faire évaluer les normes sociales. Donc, il y a un comportement, une composante comportementale qui est importante. Et puis, pour la dernière question, sur votre prochaine étape après le webinaire, la plupart d'entre vous semblent s'incliner pour le partage d'enseignements avec leur réseau et leurs collègues. C'est très heureux. Et puis, vous avez également répondu que vous appliquez les idées entendues aujourd'hui dans votre travail ou votre organisation. Ça fait vraiment plaisir de lire cela. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage et nous pouvons maintenant le clôturer. Alors, à présent, certains de nos participants ont des questions à poser à nos intervenants. Donc, je vais céder la parole à Alonso Bobes pour qu'il s'occupe de cette partie. Alonso possède une expertise en coordination de programme, communication et en partenariat avec un accès particulier sur l'égalité et sexe, la résilience, développement durable. Il est actuellement il occupe actuellement le poste de chargé de programme chez ONU Femmes aux Caraïbes, où il soutient des initiatives visant à autonomiser les femmes et à promouvoir une croissance active en Amérique latine dans les Caraïbes. Très bien, merci beaucoup Nina. Je voudrais commencer par un rapide tour de questions-réponses et commençons avec Sohan. Merci Sohan pour votre participation aujourd'hui. Je voudrais vous adresser la question suivante. Comment peut-on faire partie de Cariman? Pour ceux qui pensent rejoindre votre organisation, est-ce qu'il faut être membre d'un gouvernement, d'un service public ou une organisation privée? Eh bien, non, il n'y a pas d'obstacle. Les membres sont invités, comme je disais, à partir de différents réseaux. Il suffit de visiter notre site web, s'inscrire. Bien entendu, il vous faudra faire ce serment. Et parce que nous sommes une organisation très pro-féministe, et une fois que vous êtes passé par ce stade, vous devenez un membre. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre Kariman, vous avez la réponse. Deuxième question pour Manza. Certaines des personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui ont voulu savoir s'il y avait des options d'entreprise aux Caraïbes. Nous avons par exemple un expert qui travaille sur des algues
et une entreprise qui mais commercialise les algues. Il voulait voir si c'est le type de choses qu'on pourrait considérer dans notre région, l'utilisation d'algues comme activité entrepreneuriale. Donc, Mansour, qu'est-ce que vous pensez de cette question, Mansa? Oui, merci beaucoup pour la question. Merci, Alonso. La démarche Dimitra Club dont j'ai parlé n'en est qu'une des interventions que nous avons appliquées. On a appliqué une série d'interventions et parmi celles-ci, il y avait des alternatives pour les gagne-pains. Pas les algues, mais on s'est concentré sur l'agriculture, en particulier les rizières comme alternative. Et les résultats étaient très positifs jusqu'à présent. Les femmes ont été très actives et participent énormément. Oui, c'est précisément l'objectif de ce webinaire, c'est d'établir des connexions. Nous avons ici, par exemple, Lydie Neinry de Caraïbes qui a travaillé énormément sur le réseautage et a et faire énormément de choses sur ce domaine. Nous avons une question pour Mélissa Wong maintenant. La question qui est posée, c'est si, et c'est probablement une question qui passera dans la tête de tous ceux qui vous ont écouté aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de répliquer votre modèle des Kumundo dans la République démocratique du Congo ou ailleurs? Et comment peut-on reproduire votre modèle? Eh bien, merci. C'est fantastique. Je suis vraiment très heureuse d'apprendre qu'il y a des gens qui souhaiteraient recréer, répliquer notre expérience. Et c'est possible. J'ai partagé le lien vers notre site. Nous avons un manuel. Nous n'avons pas un guide d'adaptation, mais où nous encourageons les personnes qui voudraient l'appliquer à le mettre en contexte, adapté aux normes qui existent dans leur pays. Et puis, nous avons également, en fait, le modèle original avait été créé pour le Rwanda. Donc, probablement que ce modèle serait plus facile à adapter pour les pays africains, mais je peux partager cela également avec tous ceux qui le souhaitent. Ah bien, merci beaucoup, Mélissa, c'est fantastique. Mais j'ai une dernière question et puis je vais clôturer un peu cette session. Mais cette dernière question est pour Judy de Sandals Resorts. Et la question concerne l'aspect technique sur le fait de donner les congés de paternité aux parents. Comme nous disions, ceci en fait, ne s'adresse qu'aux pères biologiques, mais est-ce qu'on peut y prévoir les pères adoptifs? Est-ce qu'il y a des particularités ou d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut déclarer au départ pour pouvoir bénéficier de ce type de congé? Puis j'ai une question un peu plus difficile, c'est comment avez-vous pu obtenir des hommes qui vous aident à euh, arriver à aboutir au succès que vous avez eu dans votre carrière? Voilà, Judith, je vous cède la parole. Est-ce que vous nous entendez, Judy? Judy, votre micro est coupé. La discussion est extrêmement intéressante. En ce qui concerne la paternité, nous avons simplement demandé au père d'amener le certificat de naissance. Alors, bon, c'est spécifique à Sainte-Lucie, mais je crois que cela vaut pour l'ensemble de la région. C'est-à-dire que le père doit amener le certificat de naissance qui prouve qu'il est le père de l'enfant. Et donc, c'est le document dont on se sert. Pour la deuxième question, en ce qui concerne le fait que les hommes assistent ou participent au développement, eh bien, moi, je voulais vous dire que moi-même, je venais d'une famille monoparentale et c'est ma mère qui a tout fait pour que je puisse faire des études et que j'excelle à tous les niveaux. Je pense que si mon père avait eu ce rôle-là, peut-être que ça m'aurait tué. Mais du fait de l'exemple de ma mère, c'était vraiment des choses
chose tout à fait positif. Et quand je suis sortie de l'université avec mon doctorat, eh bien, j'ai tout de suite pu me présenter à des entretiens d'embauche pour différents rôles. Et donc, je pense que ce qui a joué un rôle essentiel, c'était le fait d'avoir pu faire des études. Certes, lors de mes entretiens d'embauche, j'ai souvent eu des entretiens qui étaient menés par des hommes, des directeurs généraux, etc. Aujourd'hui, dans la resort Sandals à Saint Lucia, eh bien, je fais en sorte qu'il y ait cette perspective de femme à femme et que les femmes puissent participer à la réussite de l'entreprise et qu'elles puissent connaître un développement de carrière. Merci à tous de votre participation. Je vais rapidement conclure cette session. Je voudrais remercier tous les membres du panel, Suan, Melissa, Judy, Mwanza et George. En tout cas, vous avez dit que faire participer les hommes, c'est un processus qui est en cours. Nous devons constamment déployer des efforts pour entretenir des partenariats, entretenir cette participation pour pouvoir parvenir à l'autonomisation des femmes entrepreneurs. C'est quelque chose d'essentiel que les hommes soient des alliés dans ce processus. Il est vrai que les femmes aussi doivent pouvoir se comporter comme des dirigeantes, comme des leaders. Et nous devons donc considérer ce type de partenariat comme quelque chose qui va permettre aux femmes de se comporter comme un partenaire à égalité avec son homologue. Joanne a parlé donc d'un leadership soutenant. euh, et donc, nous devons faire en sorte, évidemment, que les hommes puissent prendre des actions pour qu'ils puissent être nos alliés. C'est aussi un changement de terminologie. Je pense que ceci aussi compte dans ce type de débat. Je souligne aussi ce qu'a dit Mansa, à savoir que tout changement prend du temps. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, c'est structurel. Et donc, il faudra donner du temps à ce changement. Néanmoins, l'initiative de cette session, cette collaboration entre le COLID et UN Femmes, eh bien, c'est une idée qui est partie il y a un an et demi. Il y a un an et demi, on voulait créer une communauté de bonnes pratiques. Et aujourd'hui, non seulement nous avons une communauté de bonnes pratiques, mais nous avons vraiment des hommes qui participent à cette communauté de bonnes pratiques. Et comme disait Melissa, cela s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste. Il faut que cela puisse être pérennisé et que ça puisse se développer. C'est ce que nous faisons avec les collègues du COLID et que nous continuerons à faire au cours des mois et des semaines à venir. Merci à tous de votre participation. Merci de ce que vous avez bien voulu partager avec nous. C'est ma dernière session, c'est mon dernier jour de travail pour UN Femmes aux Caraïbes. J'ai eu la chance de travailler avec des femmes qui m'ont inspirée et je peux vous dire que cette dernière session était tout à fait particulière pour moi. J'ai beaucoup apprécié. Je vous souhaite à tous bon vent et bonne continuation. Au revoir à tous et merci.